Bienvenue à tous, merci d'être nombreux pour cette importante session, donc qui, comme toutes les autres d'ailleurs, elles sont toutes importantes, elle va concerner la question de l'éducation, du scolaire jusqu'au supérieur, et c'est évidemment un thème très important dans le cadre qui a été choisi cette année par le Cercle des économistes, et si l'avenir était aussi à l'ouest, c'est une hypothèse qui est faite, on peut la trouver audacieuse, utopiste, peut-être visionnaire aussi. En tout cas, il est quasiment certain qu'elle passe par la formation et par l'éducation. Nous allons voir de quelle manière avec nos invités qui sont ici présents et une session qui sera introduite tout de suite par Daniel Vitry, membre du Cercle des économistes. Je vous présente auparavant nos invités, de ma gauche vers l'extrême gauche là-bas. Philippe Aghion, d'abord professeur d'économie à Harvard University, il est spécialiste de l'économie de la croissance, donc je pense qu'il fera le rapport très direct entre éducation et croissance, qui est évidemment une place prépondérante aujourd'hui, compte tenu des difficultés que nous connaissons. À côté de lui, Shailendra Mehta dirige l'Académie du Corporate Education. Il est aujourd'hui à l'Indian Institute of Management, c'est en l'État de Gujarat en Inde. Ce qui est très intéressant dans ce qu'il va nous dire, c'est qu'il a étudié et enseigné aux États-Unis. Il enseigne donc aujourd'hui dans son pays et ses réflexions portent sur l'excellence des universités américaines et plus largement sur l'excellence de la gouvernance de certaines universités. On verra quelles leçons nous pouvons en tirer également. Sir Vernon Ellis va également introduire notre session après Daniel Vitry. Nous sommes très contents de l'accueillir. Il est le président du British Council. Il pourra nous donner des notions plus générales sur la situation internationale et plus spécifiquement sur celle de la du Royaume-Uni, son pays. À côté de lui, je vois tout le monde, oui, Madame Anna Ekström est la directrice générale de l'Agence nationale de l'éducation en Suède. On sait que le modèle suédois est très souvent mis en avant dans nos pays plus au sud de l'Europe. Elle nous dira pourquoi on parle de ce modèle. On dit aussi qu'il est inimitable. Il faudra voir ce qu'elle en pense. Elle se mettra dans l'axe, en tout cas, de l'égalité des chances. Et peut-être que cela concernera aussi l'égalité des chances entre hommes et femmes. C'est un des sujets dont je sais elle aime parler. Madame Ekström, qui était auparavant secrétaire d'État à l'emploi dans son pays. À côté d'elle, nous sommes également très heureux d'accueillir Monsieur Dominique Barton, qui est le président de McKinsey Company. Là aussi, nous aurons sans doute de sa part le lien entre la formation et l'emploi, sujet très central aujourd'hui dans les préoccupations. Et enfin, à côté de lui, Jean-Louis Reffers, professeur à l'université de Toulon-Var, mais qui est également le président de l'école de la deuxième chance. École de la deuxième chance qui existe aujourd'hui dans un certain nombre de pays d'Europe, mais je crois qu'en France, nous sommes les pionniers. En tout cas, il est à tout début de cette école de la deuxième chance, et ce sera là aussi une occasion d'en parler. Je crois que je n'ai oublié personne. C'est à Daniel Vitry, à présent, d'introduire cette session. Ce que nous espérons, c'est respecter, bien sûr, les temps de parole qui nous sont impartis, de manière à vous laisser de la place, à vous, dans la salle, pour rentrer dans notre discussion, et nous vous promettons de tout faire pour y arriver. Daniel, merci. Merci Dominique. Merci Dominique. Donc, il me revient d'introduire le thème. Alors, dire que l'avenir passe par l'éducation, ça n'est pas une nouveauté. Ça date de Charlemagne, on le sait très bien, et c'est par Charlemagne qu'en France ont été créées les écoles primaires. L'éducation est au cœur même de la croissance. L'éducation est la condition de la croissance avec la recherche, mais la recherche n'est jamais que l'état primitif des connaissances. C'est la raison pour laquelle on va pouvoir, grâce à la recherche, accroître les connaissances. Il y a tout de suite un thème sur lequel je voudrais redonner un chiffre juste, alors que le chiffre faux circule beaucoup. Tout le monde sait que le diplôme est la meilleure protection contre le chômage. Et que les diplômés, naturellement s'ils sont diplômés de quelque chose qui a un débouché, sont mieux protégés contre le chômage que les non-diplômés. Mais on dit des choses fausses sur ce thème, très désagréables pour les jeunes. On dit que le taux de chômage des jeunes est de 50%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les jeunes des classes d'âge, soit 18-25 ans, qui sont au chômage, ce sont ceux qui auraient dû être en formation et qui n'y sont plus.
50% des jeunes qui sont dans les classes d'âge 18-25 ans, qui auraient dû être en formation, qui ne sont pas en formation, sont effectivement au chômage dans certains pays. Ceci ne veut pas dire que 50% de la classe d'âge est au chômage. En gros, il y a un rapport de 1 à 4 entre les deux. Il convient tout de suite de rétablir la vérité des chiffres. Alors, la nécessité de la formation, elle est de plus en plus forte parce que les emplois sont de plus en plus contenant des niveaux de formation larges et approfondis. La formation conduit à des systèmes éducatifs qui sont de plus en plus sophistiqués. Et la question qui a été posée est celle de savoir si les systèmes éducatifs de plus en plus sophistiqués, faisant appel à de plus en plus d'étudiants et d'élèves, doivent être homogènes ou peuvent rester hétérogènes. Et là-dessus, les réponses ont été extrêmement diversifiées. En gros, il y a une césure qui date du milieu des années 70. Avant les années 70, quelle était la considération? On considérait que l'enseignement primaire devait servir à l'enseignement de base, lire, écrire, compter. Que l'enseignement secondaire était, je dirais, la transition vers l'enseignement supérieur et que l'enseignement supérieur, c'était l'enseignement approfondi pour une amélioration des connaissances, pour des recherches approfondies, pour un élargissement de l'enseignement. Depuis cette période, les choses ont beaucoup changé. Ce que les jeunes demandent et ce que leurs familles demandent, c'est certes une formation au sens traditionnel, mais c'est également que la formation débouche sur un emploi. En d'autres termes, ce que les étudiants viennent chercher dans les universités et ce que les élèves viennent chercher dans l'enseignement secondaire, c'est aussi une formation pour un emploi. Et ceci a tout changé dans la période moderne. La question qui se pose maintenant est celle de savoir quelles sont les missions des universités. Et dans les différents pays, les missions des universités et les missions du reste du scolaire ont beaucoup changé. On me rappelle qu'il me reste 1 minute. Je dirais cela de la façon suivante. Les différents pays ont eu différents modèles pour s'adapter aux conditions modernes de l'emploi, pour s'adapter à la situation actuelle. Et ce que nous allons voir au cours de cette session, c'est précisément la façon dont les différents pays ont répondu de façon différente à cette nouvelle exigence, ce nouveau défi de la croissance, avoir des gens de mieux en mieux formés, de plus en plus adaptés et de plus en plus adaptables. Merci. Et je voudrais demander, pour commencer, pour introduire notre discussion, à Sir Vernon Ellis, donc je l'ai dit, président du British Council, de nous donner son point de vue, peut-être sur ce qui vient d'être dit à l'instant, et plus spécifiquement sur son pays. Sir Vernon. Well, good morning. I'm not going to be talking very much about the UK education system, but I was asked to give an introduction of the subject. And of course, it's such a huge and vitally important subject. It's very difficult to say anything in 8 minutes. I was going to concentrate on my experience over the last 2 years of being chair of the British Council, which is the UK's arm for cultural and educational opportunities. And we operate in 3 areas, English, the arts, and education and society. And what we do is to try and engage with people around the world in such a way as we build trust and understanding, as well as providing opportunities. And we've got about 7,000 people in 110 countries. It's been on the go since 75 years, but I think increasingly, as I travel around, I'm impressed by what we do, but actually very anxious we do a lot more of it. And why? Because that word trust, if we look at the world today, it's sort of paradox in a way. It's an incredibly connected world, tight, connected manufacturing supply chains, the media, facilitated by technology, of course, through the internet, and education is becoming increasingly transactional. And yet, actually, it's quite a fragile world. By the very fact that it's tightly connected, it's subject to shock, never mind things like ecological disasters or running sores. Moreover, the communications expose
vast inequalities in the world between those countries which have huge youth unemployment, whatever the exact figures, there is large unemployment in most young people in many countries, and at the same time there is growing inequalities of wealth between countries and within countries. And that leads to fear and sense of displacement and loss of community, which can in extreme lead to extreme views and actions, both political and religious. So trust is needed as never before, really, and education is one way you can build trust, because lack of trust often accompanies ignorance. And if you choose between ignorance and education, education usually wins. Not always, depends what you're educating in, but it usually does. And in our work, I found, as I thought about it for this thing actually, increasingly education is at the heart of whatever it is we do. Obviously in the education area itself is higher education. I'll talk more about that. There's schools linkages, but schools linkages lead to teacher development, training, what you can gain from exchange. If we look at the society element, that often links to skills for employability, which links to education. If we want a more enterprise society, as we have to, if we're going to climb out of poverty, enterprise is going to be encouraged by many things, but one of those is skills. And so an increasing work in that area is linking institutions together that can provide a skills framework for employment. One of the major programs in the arts now is actually young creative entrepreneurs in the arts, whether it's filmmaking, design, the huge growth in creative industries, and programs that can help develop the skills of those are going to be beneficial for many reasons. If we look at English, which is a major platform we do, that of course is a teaching program, sometimes through teaching training centers, but often through massive programs such as in India, where we've trained about 5,000 master trainers who've trained 750,000 teachers who are training tens of millions of children. But as we get into this large-scale work, you're confronted time and time again by the efficacy of the teachers themselves, the way they're trained, the way they're directed, the way they're motivated, the quality of head teaching, and you get right into the heart of the quality of education systems. And that is interesting to find is a common concern when you look at other people and other sort of ways of looking at the world. I had lunch this week with the chair of the Wellcome Trust, one of the biggest research funding organizations in the world, private trust. And they're to do with science, to do with cooperation, universities, higher education, and industry. But they've got into quality of science teaching, which then leads them to quality of teacher training, which leads them to issues of how do you govern schools. And they've actually got a program now on school governance because they think this is the heart of actually producing better science. So again, you come back, if you look at the enterprise side, so important, but business people are realizing more and more that skills are part of a very important equation here. And by the way, talking of enterprise, the British Council itself is, we have to earn more than 3/4 of our revenues to cover costs. The grant is less than 1/4 of our income. And that makes us part of a global marketplace in the same way as education is becoming market-oriented. And I think it's going to be a big question underneath this is how that develops. We see successful examples ranging from low-cost private schools in India and Pakistan where the model seems to be working quite well. Obviously, the higher education is becoming increasingly competitive. I'm going to talk more about that. And I think it's a subject which we'll return to several times. I'm going to concentrate on higher education now because it's such a big part of our experience and it's so important in an internationalizing world. We've just published a report called Shape of Things to Come, and in that we found that global tertiary enrollments reached 170 million in 2009, but 4 countries, China, India, US and Russia, account for 45% of that total tertiary enrollments. And of course there's an increasing mobility. In the 70s there were about 800,000 university students going abroad. Now it's about 3.5 million and still growing. And an interesting question is if you look, and this report does look at extrapolating the trends, you would say there's more going to UK, US, Australia, France and Germany, the usual sources.
but actually will in fact the bigger trend go to places like China, Singapore, the Gulf, where a huge amount of investment is going into. So the pattern of mobility may change considerably over the next decade. Of course, at the same time, there are big shifts, both by the economic, trade, etc., but also demographies. By 2020, 4 countries again, India, China, US, and Indonesia, will account for half the world's population of 18 to 22-year-olds. Half, those 4 countries. And in fact, the next quarter, in order of size of numbers of 18 to 22-year-olds, are Pakistan, Nigeria, Brazil, Bangladesh, Ethiopia, Philippines, Mexico, Egypt, and Vietnam. None of those are countries that are normally on our radar screen when we're talking about education of young people. The growth in higher education probably will not grow as fast, which has been about 5% per annum as it has been, because of demographic reasons in China, for example. But again, there's a big shift, and again, if you look at tertiary enrollments, and the more than 50% of the world comes again from 4 countries, although in fact Brazil replaces Indonesia in terms of the 4th biggest enrollments. Brazil's interesting, actually, because I had a meeting not long after I became chair with the British ambassador and some vice-chancellors, because they were looking to much more actively engage internationally. And I think this is a big trend. They looked at the framework we'd had between Britain and India, something called UK-India Education Research Initiative, and they wanted something similar, and I'll talk about that in a minute. And I was back in Brazil last month, and there's considerable growth. In fact, there were quite a lot of contacts between British universities and Brazilian universities, but it was very ad hoc, and there was no overview of it, and no systematic process to increase them, and there is now. And a key theme of that, of course, is the knowledge economy. Connections between education, research, private enterprise. Governments are keen to do that, as they see that as part of an economic success. So you get many new actors, many new programs for mobility, regional hubs, branch universities, teaching, transnational education schemes, qualifications, and more generally focus on international higher education. And in Britain, we've been at that for quite some time, and going back to 2004, Blair and Putin got an agreement for British degrees in Russia program, and I mentioned in the India program, which is several hundred initiatives between research universities and students. Although interesting, I talked at a conference earlier this year there about the links between universities and commerce, which are in fact not that strong in India and need to be improved, I think. Alongside this, there's a big theme of skills and employability, which Daniel mentioned. And obviously, as people look to the skills they need, they don't always match the skills that are being produced or lack of skills. So, for example, in Egypt, there is a huge unemployment of graduates, and that's partly the lack of growth. It's partly also because many of those graduates are being educated in things that are not going to make them very employable. So there's a lot more emphasis now on curriculums, on vocational skills, but also on non-university apprenticeships. So in Britain, the Rolls-Royce apprenticeship is as sought after as a university place, and there's a huge attention given to apprenticeships and vocational training, which in recent years has been neglected. So our role in British Council has changed hugely over that period. And it's not just teaching English, it's not just buying in students. There's been a big shift in Britain, by the way, in universities, because before 1979 there was no fees for university students. There were some foreign students, it added diversity, but that's all it was. Since then there was a drive with fees to attract more foreign students from an economic perspective. And some universities went overdrive that, particularly with Chinese. And I think there's a realization now you can go too far. And actually, that is probably a wrong motivation. The right motivation is to get a much more interconnected systems of higher education and common research programs, students going both ways instead of just one way. And that's increasingly our emphasis on collaboration within the sort of worldwide growth of a knowledge economy. And hopefully, as a result of all that, we'll build some trust. Thank you.
Merci. Merci beaucoup, Vernon Ellis, cette introduction à notre débat avec la grande institution que représente le British Council, dont on pourrait beaucoup s'inspirer dans d'autres pays, mais surtout l'accent que vous avez mis sur son évolution très, très évidente aujourd'hui vers la formation et également la note que vous avez mise sur la question démographique qui est évidemment centrale dans le débat qui nous occupe ici. Et bien sûr, ce que vous nous avez ajouté sur les grands pays émergents, mais ces données sont bien connues aujourd'hui, elles restent toujours impressionnantes. On va poursuivre notre débat avec Philippe Aghion, qui revient sur la question de l'éducation, mais en partant du système scolaire. Ce sera très intéressant ensuite d'entendre Shailendra Mehta, car vous avez également, M. Vernon Ellis, parlé de l'Inde, et il nous dira les comparaisons qu'il peut faire sur les systèmes d'excellence. Auparavant, avec Philippe Aghion, remontons un peu plus en amont le système scolaire, si on le veut bien. Je vais vous passer mon micro, Philippe. I have to apologize to all English speakers here, but the French are required to speak French. So there is a long history for that, but I won't be able, that's another debate. Voilà. We could ask the British Council what they think about. Absolutely. I think we should change that. Donc, je voulais d'abord dire qu'il y a des travaux qui ont montré l'importance de l'éducation pour la croissance. L'éducation, ça fournit du capital humain. Le capital humain, comme le capital physique, son accumulation contribue à la croissance. Et par ailleurs, l'éducation permet d'absorber les technologies nouvelles et permet d'augmenter la capacité d'innovation d'un pays. C'est ce que Nelson et Phelps, par exemple, ont montré, et d'autres après eux. Donc l'éducation est un facteur de croissance. Maintenant, deuxième idée, c'est que c'est pas juste l'éducation mesurée par le taux de participation ou par les dépenses qui sont importantes, c'est la qualité de l'éducation. Par exemple, Haussmann et Anouchek ont des travaux récents qui montrent que la qualité de l'éducation mesurée par exemple par les tests PISA, par les performances aux tests PISA, sont fortement corrélées avec la croissance. De même, j'ai fait des travaux avec Caroline Oxby et d'autres qui montrent que les performances Shanghai ou les performances universitaires sont fortement corrélées avec les performances de croissance. Donc, quantité-qualité. Ça, c'est la deuxième idée. La troisième idée, c'est que pour arriver à la qualité, il faut du financement. L'argent est le nerf de la guerre. On ne peut pas dire « je supprime un poste sur 2 dans l'éducation comme je le fais chez les douaniers, etc. » On peut pas, il faut... Donc les moyens, c'est important, mais la gouvernance est également importante. Il faut donc, parce que des moyens sans gouvernance, ça ne vous donne pas la qualité. Donc par exemple, c'est vrai pour les universités, il faut investir dans l'université, mais il faut des universités autonomes, il faut des des conseils d'administration avec membres extérieurs. Mon voisin va revenir sur les aspects gouvernance des universités. C'est très important de gouverner les universités. J'ai fait un rapport pour Valérie Pécresse sur l'excellence universitaire, où j'insistais beaucoup sur cette idée de la complémentarité entre moyens et gouvernance des universités. Ça a beaucoup sous-tendu toute la discussion sur les IDEC, sur les universités d'excellence, qui ont été poussées dans le cadre du grand emprunt en France, et qu'il faut poursuivre. Donc maintenant, je ne vais pas parler des universités, je vais parler de l'école primaire secondaire. La France consacre 7% de son PIB à l'éducation, mais elle affiche des performances éducatives en déclin si on mesure par les tests PISA depuis 10 ans. Si on regarde les tests PISA, la France est dans la moyenne OCDE en lecture et la France est en dessous de la moyenne OCDE en mathématiques. 20% des élèves entrant en 6e ne maîtrisent pas les savoirs fondamentaux. Et la France est le pays de l'OCDE où les résultats scolaires sont le plus fortement corrélés avec l'origine socio-économique. Par contre, vous regardez la Finlande. Allons en Finlande. La Finlande consacre le même pourcentage de son PIB à l'éducation que la France, 7%. Mais la Finlande est première dans les tests PISA en sciences et elle est deuxième dans les tests PISA en lecture. Et il n'y a pas d'inégalité qu'on puisse voir liée aux origines socio-économiques ou à la géographie en Finlande. Alors, quelle est la clé de la réussite finlandaise? Je crois qu'il y a deux éléments très importants. Le premier élément, c'est que les Finlandais investissent massivement dans le soutien individualisé aux élèves.
La loi finlandaise permet à chaque enfant d'obtenir gratuitement un soutien individuel pédagogique, soit général, soit dans une matière spécifique. Résultat, seulement 0,3% des élèves en Finlande quittent l'école après 9 années d'études. 97% poursuivent jusqu'au bac, 2% de redoublement seulement, grâce à ce soutien individualisé. C'est ce qui nous manque cruellement chez nous. Deuxième ingrédient, une formation hors pair des enseignants. En Finlande, pour être professeur de collège ou de lycée, il faut un bac plus 5 d'abord. Et après le bac plus 5, vous devez suivre une formation pédagogique de 18 mois, avec un examen général écrit et un examen oral. En 2010, il y avait un total de 16 000 candidats au professorat en Finlande. Ils en ont pris 800. C'est très sélectif et c'est une profession très bien payée, très bien considérée. On respecte beaucoup de professeurs en Finlande. En plus, en Finlande, ils ont un système hors pair de formation continue des professeurs. Près de 75% des professeurs chaque année rentrent en formation continue. En France, on a un énorme problème qu'il n'y a pas un bon système de formation continue des professeurs de lycée. Alors maintenant, on me dira, la Finlande, c'est très différent de la France, c'est une population homogène, seuls 4,5% des 5,4 millions de Finlandais sont nés à l'étranger, c'est pas comme la France, comment vous pouvez extrapoler? Ma réponse est d'abord qu'on peut comparer la Finlande à des pays comme la Suède ou la Norvège, qui sont des pays très similaires à la Finlande, dans beaucoup d'égards. Par exemple, la Suède avait un système très comme la Finlande, et la Suède a décidé d'engager des réformes poussant pour de la concurrence entre écoles et un rôle beaucoup plus important des écoles privées, avec des systèmes de vouchers, etc. Anne va parler du système suédois. Eh bien, ça n'a rien donné. Les tests PISA en Suède se sont fortement détériorés au cours des dernières années. Et Anne va expliquer que non seulement en moyenne il y a détérioration, mais en Suède il y a augmentation très forte des inégalités d'éducation. Donc l'idée qu'on dit avec la concurrence et le privé, c'est la solution des problèmes, la comparaison Finlande-Suède vous montre le contraire. Alors maintenant on peut dire, vous avez juste regardé des comparaisons internationales, en fait il y a des études économétriques, micro, qui montrent les avantages d'abord d'un système qui évite la présélection des élèves. En France, on sélectionne trop tôt les élèves, on décide trop tôt que quelqu'un va être doué ou pas doué, un décideur ou un non-décideur. Il y a des études très précises qui montrent que présélectionner trop tôt, c'est une très mauvaise idée. Il y a des études qui montrent que c'est très bien d'investir massivement dans le soutien individualisé aux élèves et dans les maths et la lecture. Toute une série d'études par Angrist et d'autres de mes collègues qui montrent ça très bien. Et puis il y a des études, notamment par Raj Chetty, mon collègue, et d'autres, qui montrent l'importance de la qualité des professeurs pour l'avenir des étudiants. C'est-à-dire qu'ils ont montré qu'il y a un fort effet de la qualité du prof sur le devenir professionnel et le salaire futur de l'élève. Et donc c'est très important d'investir dans la formation à la fois initiale et continue des professeurs. Voilà, donc je voulais un petit peu dire, voilà un peu le challenge. Ce qui a été fait pour l'université en France maintenant doit être fait pour l'école, pas seulement les moyens, mais également la gouvernance pour être sûr que les moyens sont bien utilisés. Merci. Merci beaucoup à Philippe Aghion, Anna Ekström. Vous avez écouté avec attention et on verra effectivement ce fameux modèle suédois, comment il est questionné, comme vous venez de le faire avec les comparaisons notamment finlandaises. Merci aussi d'avoir fait référence à des travaux d'économistes, vos collègues. C'est toujours très, très utile pour nous. Je propose d'écouter Dominique Barton. Dominique Barton, je l'ai dit, président de McKinsey Company. Et là, on va revenir sur la question de la formation. On ne parle plus de celle des professeurs, mais de la formation. C'est-à-dire, on revient au lien à l'emploi. Mr. Barton, please. Thank you. Merci beaucoup. Thank you very much for allowing me to be here. It's wonderful to be back here. I actually would like to talk about one specific element of education which I think needs reform. It was talked about the important linkage between education and economic growth, and how that even links back to primary school and so forth. I want to talk about lifetime education. By lifetime education, I mean up until we're 90 years old. And the reason for that is, I think that, and we all know this, we're living in historic times. There are so many changes going on in the world today that I think this is truly historic. And by that I mean this is a 300-year episode that we're in.
Luckily, no one will be around to know whether I was right or not in that time. But this is a historic time. And I want to focus on two areas why we need this lifetime education. The first is that with the technological change that's going on, the need to be able to continue to upskill people over time is going to be rising dramatically. And I think we should look back in history when we look at the future. Just this smartphone that many of us all have here has more computer power than what NASA had in 1969 when we put a man on the moon, this device that we're using, right? And when you think about that and you think that the rate of technological change is actually increasing over time. So to have this idea that by the time that we are 25 years old, we've learned what we need to learn is ridiculous. I think it's going to be incumbent not just on government, but also business and individuals to think about how we educate ourselves over a lifetime. So I actually think we will need to think about going to university when we're 40 years old, and when we're 55 years old, and when we're 75 years old. These are important times, and I think then there'll be technical skills that we'll have to have, much like medicine and the law have. You have to re-qualify in many countries every 3 years. So I think it's important to think about this lifetime notion of education. So technology shifting, that's one driver. The second shift I want to talk about is aging population. We were talking about the number of young people moving into the system, which is significant. But by 2050, we're going to have roughly 22 to 24% of the world being over 60 years old, right? In North Asia, in 30 years from now, there will be 3 workers for every retiree. Today, it's 10. So from a productivity point of view of the economy, if old people don't work, and I'm looking in the mirror when I'm not looking at any individuals here. If old people don't work, we have a big economic problem. And let's remember that our retirement ages that were set at the age of 60 and 65 were set back in the 1920s when the life expectancy was 60 to 65. We're living longer. We're going to have to work longer. We're going to have to train. And I'm not talking about old people working in McDonald's flipping hamburgers. I'm talking about skilled areas. So I think this is a very important area of change. I think to do this, we're going to need to have a common set of standards, because this is not going to be done by government. I think business, again, has to play a major role. And what I worry about is the amount of resources by business going into education has been declining. If you look at it, OECD numbers show me over the last 20 years, it's gone from an average of 2 weeks a year for an average employee in Europe to 3 days. We're going backwards when the world is changing faster. So we need to shift that. And we cannot, again, say, well, that's government's problem. That's our problem. But we then need to have standards. And I think if we look again, it's interesting, the Scandinavian countries lead in many ways. The Danish actually have a set of standards that everyone can follow, no matter what the profession that you're in. The Germans as well. So I think we're going to need to have these standards and need to make the commitment to people as we look ahead. What I would say is, to me, the whole education area, which I'm passionate about, I know enough to be dangerous on, but what I would say is it's an area that I think needs significant innovation, because in terms of skilling people and where things are going. And if I looked at education as an industry, I would have to say it's one of the most uninnovative. It's if I could use the phrase, technologically retarded in the system. It's not keeping up. And the last innovation, in my view, that really occurred was when kindergarten was put in place. That was invented by Otto von Bismarck. And that was done because the view was we have to move a lot of young German boys and girls from the farms to be able to do manufacturing and to the military and so forth to move forward. That was sort of a big innovation. I think what we need now is the equivalent of a kindergarten for the long term, for all of us to be thinking about, because if we aren't training our people, we won't be able to have the jobs. And the last comment I would just make is, even when we look up to the year to the year 2020, and we look at the whole labor market in the world, we're going to have a surplus
of 90 million low-skilled workers that don't have jobs, 90 million. And at the same time, we believe we're going to have 45 million medium-skilled workers where there isn't enough supply to fill those jobs. So we're going to have a big mismatch, huge set of need for skills, and a huge set of people that technology will make them obsolete in terms of what they do. So we need to get on top of this, because social unrest, inequality, which, by the way, is a big factor in education, I think could make the world more unstable. So it's in all of our interests to work together to move this forward. Thank you very much. Merci Dominique Barton. Je crois qu'on sent l'inquiétude aussi que vous exprimez dans la situation telle qu'elle est si l'on ne prend pas la mesure de l'importance de la formation. Vous avez rappelé, comme l'avait fait Vernon Ellis, le contexte démographique, celui du vieillissement, et donc de la population retirée du monde du travail. Et ce n'est pas bien sûr la seule affaire des gouvernements, selon vous, mais bien celle du monde de l'entreprise et du monde du travail. Pour l'heure, écoutons Anna Ekström. Comme nous l'a dit Philippe Aghion, les comparaisons avec la Finlande sont très intéressantes. Il nous a rappelé déjà la différence entre la France et la Finlande, avec les fameux 7% dédiés à l'éducation. Et puis, il a donné une vision relativement sévère du système suédois, que l'on nous vante pourtant très souvent ici en Europe, plus au sud. Anna Ekström, qu'en est-il exactement de cette question de l'égalité des chances? Je rappelle que vous dirigez l'agence nationale suédoise pour l'éducation. Madame Ekström. Thank you very much, and also my apologies for speaking not in French but in English. To start with, I'd like to put up one of the strands left by Philippe Aghion. In the Nordic countries, we have a long tradition of reforming our schools together. We learn from each other, and we have curriculum changes and things like that the year after the others. And Finland has always been the country following the Swedish example. It's This something, is for you, Philippe. Yes, we have been very proud of this in Sweden. And 20 years ago, a Finnish delegation came to Stockholm to learn what we had done in order to change our system. And they were met by the Swedish Minister for Education, who proudly said that the new Swedish goal was to have the best schools and the best results in the world. The Finnish minister answered that we are more modest in Finland. We have only one goal, and that is to be better than Sweden. You can... Voilà, c'est dit. You will have to be the judges yourself. Sure. who made the goal. Since then, the Swedish government has undertaken enormous, very big changes in the education system. We have for several times revised the curriculum, and the curriculum revision has been very much in line with what was proposed by Mr. Barton. It has been very much focused on entrepreneurship and focused on the children's ability to teach themselves, to learn from their own examples, to find knowledge themselves on internet and etc. We have opened the market for free schools. There is a possibility for almost anyone to open up a school if you meet certain criteria. We have a voucher system which gives the right to every child to choose his or her school. And this voucher system, together with the right to set up and start up schools if you meet criteria, gives an enormous dynamism in the Swedish school market. We also have the fact that schools can make profits, and there are almost no restrictions on profit making. At the same time, we have had the ICT revolution, which is almost impossible to measure when it comes to the possibility for a country to uphold a curriculum when every child in the classroom has a smartphone with equivalents of, or which more than matches
NASA when I was a child. At the same time, we've seen enormous changes when it comes to results. If you look at PISA, you will see that the results have gone down dramatically, especially in mathematics and in reading. In Sweden today, a boy who leaves, 25% of the boys who leave school, who leave when at the age of 15, cannot read a complicated text well enough to understand it and make the best of it. And we have alarming results when it comes to mathematics, especially for boys. Now, what has happened to equity? We see dramatic changes also in the field of equity. We see that it matters. We see that equity is decreasing between individuals, between school classes, and most of all between schools. It matters more and more and more what school you attend. Is this a good or a bad example of the voucher system? Well, the answer depends on who you are. You could see this as a result of a fantastic vision that a young child can choose a school and make better his or her chances to learn a lot. But you could also see it as a terrible example, a bad example, where children with deprived backgrounds are left to themselves in a way that no school system should allow for. What are the reasons for this? Well, as usual when it comes to economics and social sciences, it's relatively easy to tell what happened and enormously difficult to tell why it happened. Is this the effect of the revised curriculum? Yes, probably the drop in results are a result, or partly a result of the revised curriculum. And the curriculum has been changed back, I can tell you. Is it a result of the opening up of the markets and the voucher system? Yes, probably at least the decrease in equality between schools is a result of the voucher system. But no one can tell you what would have happened if we didn't have a revised curriculum, if we didn't have the ICT revolution, if we didn't have market mechanisms working in the school market. Maybe the results would have been even worse without these changes. Nobody knows. Maybe they would have been better. The big job is, of course, to find smart ways to increase results and increase equity at the same time. Because new data from OECD shows us and tells us that the strong link between high results and equal results are becoming even more emphasized. And if you look into a recent study from OECD, the OECD even claims that there is a positive correlation between equity and good results in the school system. And they point at countries that perform very well in the PISA studies year after year after year, namely Canada, South Korea, and Finland, are also the countries with the highest grades when it comes to equity. One interesting aspect is, of course, that a lot of economists, I'm sure that members of the Cercle des Économistes are strong advocates for more market mechanisms when it comes to the school systems. And I think it would be a very good thing to study what happened in the country where we really introduced market mechanisms, maybe the most. What do you say, Philippe? In the Western world. Well, you shouldn't draw the conclusion that it was a failure. Absolutely not, because we really don't know. You should draw the conclusion that we must look more carefully into the results, and we must be better at measuring results from schools. Today, the PISA results are almost everything we have to look when we want to know what happens in a school system. What happened to the Finnish delegation that visited Stockholm 20 years ago? They had a PISA shock. They went home and started a big investigation committee in order to follow the Swedish example. But in 1996, just when they were going to push the button to implement the new curriculum and the new interesting reforms, they had the first PISA results in 96. And their shock was another shock than all the other PISA shocks in Europe, because they were suddenly realizing they were the best.
Their only ambition had been to be relatively good and to beat Sweden, and they were the best. So they put a break to the reforms and continued on the road that many of you already have pointed to. They supported their teachers, and they focused on the core of schooling, namely the meeting between the teacher and the pupil. Thank you very much. Thank you, Anna Ekström. On verra tout à l'heure. Vous avez un autre échange avec Philippe Aghion sur ce qui vous a opposé, notamment sur la Finlande. Merci en tout cas pour vos conclusions. Et sur la question de l'égalité des chances, on reviendra peut-être aussi sur l'égalité des chances entre hommes et femmes. Je sais que c'est un sujet qui vous préoccupe et qui nous préoccupe également. On poursuit avec Shailendra Mehta, je vous l'ai dit, qui a étudié d'abord, puis enseigné aux États-Unis, qui est à présent rentré dans son pays, l'Inde, où il dirige l'Institut du Management, à Ahmedabad, dans sa ville, et qui a travaillé beaucoup, donc, à partir de ses constatations, sur l'excellence des universités, sur également leur gouvernance. Là, on va rejoindre certains des propos tenus auparavant. Je crois que vous vous appuyez sur quelques slides. Monsieur Mehta, nous vous écoutons. Thank you. Since this is France, I thought it would be very appropriate to be provocative. And Yes, so, please. and so the title that you see there, and by the way, I won't bore you with slides. There are only 2 data slides that I will use and 1 text slide. But it's important because they will get all the data to you very quickly. And by the way, I believe this data is also in your blue booklets if you need to look at them. So the question that I ask is, why are American universities so good? And in particular, why is Harvard exceptionally good? And it's very appropriate that an Indian sitting in India would collect data about the United States and ask this question. And it's also in keeping with the spirit of this panel that we have an Englishman talking about India, and a Frenchman settled in the United States talking about Finland, and a Swede talking about Finland, and so on. So it's very appropriate. So if we can go to the next slide, first the data. This is a very striking slide from the Shanghai Jiaotong rankings from 2010. The rankings for 2011 are not very different, but the key thing is that of the top 20 universities in the world, 17 are American. Desperately looking for French ones. Desperately looking for French ones. No, we should So- go for We are top 200. So the question is, next top slide, please. 200, okay. So the next slide, please. The question is, why is this the case? Now, obviously, this question has been looked at from many different angles, and the traditional answer was provided by Henry Rosovsky, who was the dean of the School of Arts and Sciences at Harvard, and then also the acting president for a couple of years. So he has a book on universities called the Universities and Owners Manual, where he listed a series of reasons, which I've put there, and I've also stated what I believe are the problems with those reasons. So he says that the reason why US universities are so good is because United States is the largest economy in the world. True. That it's also the freest, to some extent true. That it's, it has a large funding for research, certainly true, etc., etc. Plus, open hiring for free immigration, all of those reasons. After the Second World War, attracted scholars, etc. The problem is each of these arguments is important, but not the whole story. The reason is that US is the largest economy in the world, but it's only a quarter of the global GDP. So how is it that a country which has a quarter of the global GDP has 80 to 85% of the world's best universities? That just doesn't compare. In fact, if you look at the past 200 years, no country has ever dominated any industry the way the United States has dominated higher education. This is also something that Henry Rosovsky points out. So all of these reasons have a problem. And in particular, some of the reasons, like lots of competition amongst universities, is really the consequence, not the cause of the greatness. So, so the angle that I looked at, and the next slide, please. Next, please. Yeah. So this is, I'm showing you 20 of the 102 data points that I collected over the last 12 months.
looking at the governance of the top 102 out of 103 universities. One university refused to share the data in spite of a lot of pestering. So I have only 102 out of the 103. Why 103? Because in the US News and World Report rankings, there is a tie in 99th place with 4 universities in there. So it's 103 universities. So I have data on 102. And I'm showing you the top 20. Now, if you look at what I'm showing you here is the number of trustees that they have, the people who run the university, and the percentage and the number of alumni on the trustees, on the board of trustees, and the percentage, right? That's it. And this is the last slide that I'm going to show you. But this is pretty striking. This is, if you look at the top 5, 3 of the top 5 have 100% alumni. And then amongst the top 20, with one exception, that is Caltech, which has a huge board and only about 40+% alumni, all of them have majority control by alumni. And by the way, this is not just true of private universities, and this is disproportionately private. It's also true of public universities like University of Michigan, like Purdue University, it's also true of religious universities, those which are controlled by religious trusts like Notre Dame or Duke. They're still controlled by alumni. So basically, what I did then, and this is where I want to give you the punchline and then give you the reasons why that happens, and then we can have a discussion later on. So I then did a statistical study of the top 100 universities and then looked at endowments, selectivity, and ranking. And the higher the degree of alumni control, that is, the higher the percentage of alumni on the board of trustees, the higher the rank, higher the selectivity, and higher the endowment after controlling for other things. So this is something which is quite striking to my view. And I have discussed this now with many of the existing scholars in the United States and elsewhere. And this point has not been raised before. So then the other thing which I did is that how did this come about? Because this was a fundamental change, a shift in governance. Dominic Barton mentioned, that changes or fundamental changes in governance have been few and far between in education, but this was one of them. And it can be dated to a precise date, 24th of April, 1865. That is when Harvard, which was a government university, a state university controlled by the legislature of the state of Massachusetts, was turned over to its alumni. So from that point onwards, 100% of the trustees of Harvard have been Harvard alumni. It was the first university to do so. And it's a chapter which is not very well known. Immediately within 2 years, Yale followed, copied it completely. And pretty much every other university in the United States copied it, whether it was public or private. Yet this is something which most people in the United States are not even aware of at this point. This has almost become forgotten. So why is alumni control so useful? First of all, the moment Harvard got alumni control, and by the way, it was going downhill for a period of 20 years, 1840 to 1860, Harvard was going downhill. And the only way to save it, they told the legislature, is give us control to ourselves. So that is what it did. And within 10 years, Harvard's endowment tripled. Within the next 10 years, it tripled again in 1865, and it has never looked back. At that point, mind you, the richest and most influential university was Columbia because it had New York lands chartered by the crown, so therefore it was the richest university. But very quickly, Harvard overtook it and has never looked back. Now, why is alumni, and this is where I will conclude. So why is alumni control so good? What is so special about this alumni control? And I believe that this is what leads to the other great things that happen in American universities. Having studied there, having seen them from the inside as a faculty member, having also studied in Europe and having seen some of those things from the inside there. Why is alumni control so important? The reason why alumni control is so important is because there are roughly 4 constituencies who can share control of a university. You can either give it to the state, you can either give it to the faculty, you can either give it to the market, that is profits, or you can give it to alumni. Of these, the one entity that cares most about the mission of the university and about the reputation of the university is the alumni base. If you're a graduate of Sorbonne, whose heart bleeds most for Sorbonne if it goes down the rankings, and who rejoices most if Sorbonne goes up in the rankings? It is the alumni of Sorbonne. So if you transfer control to them, what do? They give a lot. The first thing that they do is that they give a lot of money. Endowments are a huge issue worldwide, right? So transferring control is the reason why US universities do so well in terms of endowments, because they are run by alumni, and they know
that if I as an alumnus give to Harvard, that in perpetuity it will be managed by alumni, that the state will not stick its nose into this business and use the money for some other purpose, which, by the way, happened in the history of Harvard. The legislature of the state of Massachusetts was, in one case, sequestered the money for 70 years that was given to Harvard. So those kinds of things immediately go away. The second reason is that this is giving with a heart. So in American universities, alumni give for film programs, they give for French literature, they give for sports programs, they give, of course, for science and engineering and economics and business also. But they give for all of these, so it's giving with a heart. And finally, it is decision making which is very, very quick. So it's a combination of all of these things that make American universities great, and these flow from alumni control. So finally, universities are not just engines of growth, and I think we've seen a lot of evidence that Philippe and others have talked about, and Dominique also emphasized. But they are also an instrument of soft power. They are carriers of culture. And this is something that you in Europe understand very well, that if universities are dynamic, the economy is dynamic, the culture is dynamic, the fragrance of your cultures then spreads worldwide. And I would argue that looking at the governance structures of universities could be a very important step in terms of contributing both to your cultural dissemination and in terms of economic growth. Thank you. Thank you very much, Mr. Mehta. Merci beaucoup. C'est tout à fait intéressant. C'est une vision très originale, en tout cas, de ce que vous nous apportez là. C'est vrai que ce n'est pas du tout notre culture, en tout cas française, hein, ce système des anciens. Vous nous direz aussi ce qu'il en est de l'Inde. On en parlera peut-être tout à l'heure dans notre discussion plus générale. Et merci en tout cas. Je suis curieuse d'entendre les réactions sur ce que vous nous avez dit. Je voulais donc, pour conclure, demander à Jean-Louis Reiffers, pour conclure ce premier tour de table, demander à Jean-Louis Reiffers de revenir à la question scolaire, puisque l'école de la deuxième chance est très ouverte, comme il va nous l'expliquer, et part vraiment là aussi de la base, comme on l'a vu avec Philippe Aghion en ouverture de nos échanges. Jean-Louis Reiffers, s'il vous plaît. Ça marche aussi. Oui, je dois dire avant de commencer que je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur la qualité de l'éducation, la nécessité de l'économie connaissance par les hauts niveaux. Mais il se trouve qu'à côté d'autres choses, je me suis occupé des gens qui n'avaient rien en éducation. Alors je vais vous donner quelques points de repère. En France, vous avez chaque année 150 000 jeunes qui sortent sans diplôme. Si vous regardez les études scientifiques, vous en avez 33% qui se débrouillent tout seuls, et le reste est dans une situation couverte par rien. Rien. Pas d'allocation chômage, pas d'inscription au chômage normalement, pas de retour à l'école, pas de sécurité sociale. Et généralement, vous les avez dans les grands ensembles de notre banlieue, à 2 ou 3 par chambre, avec une maman d'origine étrangère dont le mari est parti. Si vous prenez cette population-là qui est au chômage à des niveaux extraordinaires, vraiment quand on fait des enquêtes, c'est plus de travail, vous apercevez qu'en stock de 18 à 28, hein, je prends 18 ans exprès, hein, je ne prends pas 16 ans, je prends 18 ans, ça fait 800 000 dans nos banlieues. Bon, question, est-ce que l'éducation peut être une solution pour cette population-là ? Alors, on a essayé d'y réfléchir à Bruxelles, et grâce à l'énergie du commissaire européen féminin bien connu, qui a été ancien Premier ministre français, on a pu le faire. On l'a fait très vite, on a fait la première à Marseille. Il y en a aujourd'hui 50 en France, vous en avez 70 en Europe, vous avez 100 sites. Et donc, le projet d'école a joué un rôle de virus dans le système social. Je suis bien placé pour le savoir. Parce que quand j'appliquais les recettes d'Aghion à Matignon comme conseiller éducation, je m'apercevais que ça ne passait pas, quoi, hein. On ne pouvait pas augmenter les ressources. Jean-Louis, pardon, merci de mieux centrer ton micro. Vous pouvez pas augmenter les ressources du système éducatif parce que vous avez Bercy qui vous dit on est déjà un des pays qui a le taux de dépenses budgétaires le plus haut du monde. Vous ne pouvez pas faire payer les étudiants en première année dans les universités. À l'époque, on ne pouvait pas faire l'autonomie
Donc le modèle Harvard, pour le moins, il est loin. Et puis au niveau formation professionnelle, vous apercevez que la masse importante qu'on met en formation professionnelle est divisée en deux. Il y a toute la partie qui est prise par les travailleurs sociaux et les collectivités territoriales qui ont leur marché, le marché entre guillemets du pauvre, et puis vous avez l'autre partie qui fait des séminaires de dirigeants, j'en ai fait moi-même bien sûr, au CNIT à la Défense. Et ça communique pas. Autrement dit, vous apercevez que la formation professionnelle, c'est un marché. Il ne faut pas bouger. Il faut être bien en face surtout. D'accord. Pas forcément trop près. C'est un marché Merci. qui se partage entre deux groupes sociaux parfaitement identifiés. Bon, donc on s'est posé le problème évidemment de régler le problème de ces 800 000 qui sont dans les banlieues. On a dit on va faire une école. On va essayer d'inventer une école qui fonctionne sur un certain nombre de principes. Elle fait de l'alternance, elle ne travaille pas à partir du diplôme, elle travaille à partir de la compétence. Elle suit le jeune au niveau social. Et quand vous avez mis ça en place, avec les moyens nécessaires, vous avez le coût d'un élève de lycée professionnel moins cher et vous avez 60% d'insertion. Et l'élément curieux, c'est que les entreprises qui suivent difficilement les universités en France, elles ont suivi très facilement ces écoles. C'est-à-dire, j'ai parlé de l'école de James Chance ici il y a 10 ans. Il y a le vice-président d'IBM qui s'est levé, qui m'a dit « Je vais vous aider avec ma fondation ». Et on a fait un socle de base pour cette population-là, qu'on a transformée, etc., qui est maintenant partout. Alors, là, vous avez l'exemple avec des débats qui étaient extrêmement difficiles. Avec qui les débats étaient difficiles? D'abord avec les syndicats d'enseignants, évidemment. Les syndicats d'enseignants nous disaient cet argent-là, il faut le mettre dans le collège et vous n'aurez plus de sortie négative. Tout le monde réussira. C'est évidemment absurde. En fin de troisième, nos enfants ont besoin de répondre au test PISA. Ils ont besoin d'être concurrents avec les Japonais. C'est tout à fait inabordable compte tenu des conditions de vie concrètes des gens que vous avez dans les banlieues nord de Marseille. C'est tout à fait évident. Donc il faut faire de la discrimination positive. Il fallait faire passer ce message. Deuxièmement, il fallait accepter un socle de base. Nous sommes un pays qui a la scolarité obligatoire. Et quand vous regardez le programme de fin de troisième, même mon ami Allègre qui voulait diminuer le cartable, la première chose qu'il a fait, c'est de rajouter la physique du globe dans les matières obligatoires parce que c'est son laboratoire. Il faut savoir qu'en France, quand vous augmentez d'une demi-heure ou d'une heure une formation, vous avez immédiatement 20 000 profs pour vos étudiants et pour vos collègues qui font la même chose que vous. Donc ça, c'est des blocages extrêmement difficiles. On avait donné la formation professionnelle aux régions, et les régions ont maintenant la compétence formation professionnelle, et c'est un système invraisemblable où un gamin des banlieues ne peut pas passer directement dans mon école, doit passer par la mission locale. Et la mission locale, vous avez tous les travailleurs sociaux, des facs de lettres qui ne savent pas ce que c'est une entreprise, qui vont décider dans quel endroit ils les envoient, et en général, ils les envoient dans les 900 centres qui sont liés politiquement, d'une manière ou d'une autre, aux collectivités territoriales. Voilà le sujet. Alors, malgré ça, le virus a pris. Il a pris à coup d'évaluation, à coup de réussite, il faut bien dire. Et puis, c'est les médias qui ont fait. Alors, un dernier point. Hier, on avait une réunion à l'Office coopération économique, l'OCEMO, sur les pays arabes. Et j'ai découvert que les pays arabes, c'était notre situation au carré. C'est-à-dire que les pays arabes, maintenant, ils ont des dépenses éducatives en pourcentage du budget extrêmement importantes. Ils ont eu 40 ans pour faire leur indépendance, donc ils ont constitué un système diplômant qui est absolument en chute libre, et donc ils sont tous partants aujourd'hui, on en fait dans 5 pays tout de suite pour faire ce genre d'expérience, financée par les grosses entreprises publiques, parce qu'ils se sont rendus compte que si vous laissez brûler les mines
de l'OCP partout. Ça brûle actuellement dans toutes les villes minières de l'OCP, l'Office chérifien des phosphates, ou en Tunisie, etc. Ben, ils allaient vers un gros problème. Donc moi, ce que je plaide, c'est pour qu'il y ait un développement de ces opérations-là, sans quoi tout ce qu'on fera sur niveau élevé, un jour ou l'autre, il y aura une boucle de rétroaction négative qui posera de sérieux problèmes à notre société. Je suis bien placé pour le voir à Marseille. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Louis. Merci à Jean-Louis Refers pour ce rappel utile au contexte social difficile que traversent d'ailleurs tous les pays représentés ici à cette table, quelques réalités objectives dont on peut ensuite rediscuter. J'aimerais, avant de vous donner la parole dans la salle, je suis sûre que vous avez des questions ou des commentaires pour nos invités, susciter peut-être un débat entre eux, voire 2-3 réactions sur ce qu'ils ont dit les uns et les autres. Peut-être, Monsieur Vernon-Ulis, souhaitez-vous prendre la parole le premier, puisqu'on vous a entendu en tout début de ces échanges. Que retenez-vous, que souhaitez-vous discuter? Je sais que Philippe Aghion a préparé aussi quelques questions, et pas seulement pour Anna Ekström. Well, it's only a very specific question to Shailendra, actually, because I was very interested in your statistics. Now, if you look at the statistics of leading universities, some that showed 2 British ones in the top 10, some would show 4. But British universities are very different in forms of governance. They're probably, in the people involved in whatever the governance is, which is extraordinarily complex in somewhere like Oxford and Cambridge, it is totally dominated by alumni. But I think it's got little to do with the factors you do. And I would suggest that actually the big thing is giving. I mean, you mentioned that as one thing. Those boards of trustees, I mean, I know more about opera companies in the US than universities. And opera boards are of similar size and similar irrelevance to running the opera company. They're there because people give large sums of money. And isn't that more of a question here, that there are people on these very large boards who are alumni and give large sums of money, which is a reflection of a different attitude to commitment to society and the communities around you, as it's evidenced through philanthropy, that it is in other countries. And that is more of the fundamental issue. Yeah, maybe Shailendra Mehta, you want to answer that? Yes, absolutely. I think Philippe Aghion wanted to say about the same thing. Yes, indeed. So actually, it's a lot more than that. Let me give you a specific example, since I've talked about Harvard. So it's not just that these are people who contribute to the university. There are committees of visitors. So out of the board of 30, they will divide themselves into 5 or 6, and every year they will sit down with every department and basically just review the performance. Now, let's be very clear. They do not tell the faculty what to teach, how to teach it, whom to admit, whom to give a degree to. On academic matters, faculty have full independence. But on business matters, they are totally irrelevant. That is to say, which department gets more funding, which new departments get created, which new faculties will be added. These are business decisions that are taken by the Board of Trustees in consultation with the faculty, but the faculty never have the final say. So it is this unitary governance through the trustees that is singularly American. And of course, with it, they completely cede control on academic matters. So this distinction, once you make that distinction, that is important. Finally, Oxford and Cambridge. I speak as an alumnus of Oxford also. The interesting thing about Oxbridge is, first of all, their board of trustees is the entire academic staff. So about 4,000 of them in each university. Again, I embarked on a foolhardy project of finding out what is the background of these academic staff. I could find data only on about 2,200 each. More than half of them are alumni of Oxford or Cambridge also. So in other words, more than 50% of the academic staff at Oxford have Oxford degrees. More than 50% of the Cambridge staff have Cambridge degrees. And interestingly enough, again, this is something which I just dug up by chance. Until 1926, Cambridge was run by its alumni. The Board of Trustees was controlled by alumni. Again, one of those forgotten facts that I have not been able to dig up more about, but very much true. Merci pour cette réponse. Je crois que Philippe Aghion ne savait même pas que Harvard était une université d'État, comme on vient de l'apprendre, beaucoup d'entre nous. Oui.
absolument. J'ai appris quelque chose sur mon université. Je voulais juste faire deux remarques par rapport à Anne. So Anne, ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas le counterfactual. You don't have the counterfactual of what Sweden would have been if it had not, kept on the Finnish thing. That's why it's very important to have micro studies. I think cross-country comparison suggests certain things, and then you go into micro studies of the kind that Angrist or Chetty et al. Have done, and they may or may not confirm. So I always think when I do growth analysis, whoops, that's bad. That's bad luck. You see? Voilà, it really works. It's a miracle. That you need to combine cross-country analysis and micro-studies. And I think you learn from both, actually. And that's true for other aspects of growth, of determinants of growth. The second thing I wanted to my neighbor to say, I think that, you have a culture, as was said in the US or Anglo-Saxon countries, of mecenat, of giving money to. In other countries, you don't. In France, for example, you don't. Alors, you may develop it over the years, but you see now France has universities. Maybe grandes écoles could do that, but universities, you want to have a governance. What can you do? And I think already we know that with external boards, even composed from scientists of other universities, or from, from other countries, you can already get a lot. In fact, your universities have alumni, but they may have other characteristics together that explain why they do well in Shanghai. And we looked at these characteristics. It turned out they are very often correlated with alumni. But you may be able to reproduce the other characteristics even when you are not able right away to rely on alumni. And I think that's what the French system, for reforming France would be a lesson. And you have a notion of past dependence. You cannot introduce mécénat in France, overnight. But you can still improve governance significantly. And on the third person who was talking about what I was saying, I was saying that the comparison between France and Finland shows that governance matters because Finland spends as much as France in education with much better results because it has much better governance. But still, when you have good governance, it's a better use of additional funding you can make. And I was true critical of the idea that you should, RGPP French policy of saying that I don't replace one civil servant out of two in the same way in education and in other sectors. I think this was a silly policy. I mean, and I think everybody now acknowledges. Thank you. RGPP, pour nos amis anglophones, révision générale des politiques publiques qui effectivement se propose de remplacer les fonctionnaires, mais vous connaissez peut-être ce système si vous l'avez étudié. D'autres observations ici à notre table ronde avant d'aller dans la salle si l'on le souhaite. Je vois déjà des mains levées. Est-ce que Dominique Barton, par exemple, veut réagir à l'un ou l'autre des propos? Pas pour l'instant. Alors allons dans la salle, tant mieux. C'est à vous. Et merci d'abord de vous présenter très brièvement et des questions assez courtes pour que nous puissions avoir beaucoup de réactions différentes. Maybe to Challenger and to Anna. My name is Pierre. I'm the CEO of a leadership organization called Leaders League, and also the CEO of a school organization called Harvard Squared. Since my wife went to Harvard School of Education, and I went to Harvard Business School. My question would be, what should we teach? Should we teach stuff, knowledge? Should we teach methods? Or should we teach values? And I'm not speaking of embedded values. I'm speaking of having a say, having courses, curriculum on ethics, on values, and not just on how or on how-tos. Merci. Est-ce qu'on peut prendre 2 ou 3 réactions dans la salle? Je garde votre question, monsieur. Bien sûr, madame, juste devant nous. I'm Esther Dyson. I'm going to be talking to more about the internet and stuff like that. My question probably for Dominic Barton and Vernon, but maybe some others. There is another possible, at least stakeholder, if not governance mechanism for higher education, and that's employers. In India and in Russia, for example, many companies simply find their employees aren't prepared and have large internal education departments, likewise Apple in the US. Could you comment? Il y a responsabilité des employeurs. On va prendre une question tout au fond, puis on commencera quand même par y répondre. Merci de vous présenter aussi. Jean-Pierre Destienne-Dorve. Je voulais juste poser une question à M. Mehta.
en Europe, nous avons une école un peu particulière qui s'appelle l'INSEAD, qui a été créée dans un contexte européen et qui est une école aujourd'hui où il y a moins de 20% de Français, bien qu'étant établis en France. Est-ce qu'il y a, M. Bétard, un avis sur le ranking de cette école par rapport au dispositif dont il parlait et par rapport au système de gestion? Parce que c'est un cas assez particulier, je pense, dans le système d'université, bon, plutôt sur le MBA. Merci. Merci, monsieur. On va peut-être commencer à répondre à cette question-là. Monsieur Mehta, vous connaissez l'INSEAD? Bien. Quel rang a-t-il? Rassurez-nous. Voici his rank. Yes. So I think the reason why, so very, very interesting question. By the way, INSEAD is not ranked by Shanghai Jiaotong because it's a school of management, right? It's a business school. So it is a very specialized entity, like London Business School, for example. So therefore, it is not ranked directly. But it's an excellent, excellent institution. And by the way, I don't have the numbers on the board of trustees, but I'd be happy to take a bet that more than 50% are alumni of INSEAD. I'd be happy to take a bet. That's right. All comers, you decide the odds. It is. So that is number one. Number two, to your point, what should universities teach? Now, this is a question which is very close to my heart because I'm actually writing a book on the 2700-year history of universities, which, by the way, if I may ask, which country invented the university? Can anybody take a guess? Which one? India. Yes, 6th century. India, good. Thank you, Not Anna. the Greeks, not the Greeks, not the Greeks. India invented the Not the idea of the Greeks. university in Takshila, 6th century BC. And 4 great cultures came together. The Greeks, Alexander, by the way, spent time in Takshila. It's Plutarch's Lives mentions this and 5 other Greek sources. Apollonius of Tyana came there. Pythagoras, not so sure. St. Thomas, the apostle of Christ, spent time in Takshila. A major paper that came out 3 years ago showing that. And the Chinese, the Koreans, the Mongolians, all of them came to Takshila and Nalanda. And for 1800 years, from 6th century BC to 12th century AD, India led in higher education. And all of this was destroyed at the same time by the barbarian invasions. 1194, almost the same year in which Oxford was created, and of course Bologna and Paris before that. Now, 10,000 students, 3,000 faculty members, 1,000 simultaneously running classes at the height of Nalanda, and a global faculty, global students, all of that. All of that destroyed. And that was a major factor in the decline of the Indian civilization, which was the chopping off of the knowledge base. So I'm going back to the original sources, Sanskrit, Greek, Prakrit, Pali, to document all of this. But coming back to your question, so there's a long history of this question. So the history of universities in India is tied with the history of philosophy, which also the Indians invented in 8th century BC, not the Greeks. The Greeks came 300 years later. So it starts with the question, why? So the function of universities is not to teach values, that is a byproduct. It's not to teach a specific set of skills, which is a byproduct. It is not to train people for jobs, that is also a byproduct. It is to really question, it is to really ask why, in the broadest sense of the term, and everything else is a byproduct. And therefore, I would fundamentally disagree with you, Esther, given your question about training. Training is not the purview of universities. Training is the purview of specialized training companies. Oui. You cannot conflate training with education. Training is preparing people for a specific skill set. Education is preparing people to question and giving them the tools and the received wisdom to form their questions and their answers intelligently. That is the purpose of education. And if you do it that way, then it never becomes obsolete. And that is the point that I think Dominic Barton was also making. Yes, I was just asking Dominic Barton what he thinks about what we said, and then we go back to the audience. Please. Sure. Well, Sure, I might actually go a bit at Esther's Yeah, sure. question, which is on the role of companies. I think it's important to look at history and to go back 3,000 years and so forth. But I think we also need to look ahead, and I think that companies are going to have to play a key role because they don't have the skills of the people they need. Even in the U.S., where we have 12.5 million unemployed people, there are 3 million jobs that are not filled because the skills aren't there. So to your point, this is skills as opposed to broader education, but the skills aren't there. And it is organizations like Microsoft,
Apple, Infosys, the Indian outsourcer, that has basically built campuses and are training people. In McKinsey, we spend 10% of our revenues is basically on training our people. And we have to, because we'll be even more useless if we don't have the education that we need on it. So I think it's vital that people do it. The challenge you get to is then standards. How do I know that a Microsoft training in a particular area is transferable to another part? And that's where I think industry associations are going to play a bigger role in it. The other part I would just say is I think it's interesting. We're in this room. I don't know how old this room is, and it's a beautiful room, a little hot, but a beautiful room. But you think about our methodology of how we teach is still very, it's a bunch of people sitting 3 feet higher than others on wooden benches. And this is where I just think we should really think hard about, again, I'm not saying business should run that would be not a very good thing, but what's the role that we could get with innovation in how we teach, when people teach. I mean, the last thing I'll just say is, I remember this from Shimon Peres, who said, why is it that we send 14-year-old boys to school at 9 o'clock in the morning? It makes no physiological sense to do that, right? But so I think, again, we really got to work that, and I think business can play a role in it. Thank you, Dominic Barton. Anna Ekström, what's Yes, also maybe short answer, please. Yes, what should we teach? My answer is that according to almost every curriculum in the world, in schools we should we should learn methods, ethics, and skills. It's a combination. For instance, if you look at the PISA studies, they measure much more than you think. They measure quite a lot of so-called non-cognitive skills that are vital in order to get a good life after school, which, after all, what school is all about. All these aspects are included in the curricula and should be included. And in fact, we measure them more. We could measure them more than we think. I also like to stress the fact that if you have market mechanisms in your school system, as I've explained to you that we have in Sweden, I'm not against that. It's not necessary. It could be very good, it could be bad, but it calls for new types of things you do. You have to inspect more. You have to put more money into inspection. We do that in Sweden, quite a lot of money, and you should always try to use the money you put into inspection as well as possible and try to find ways of using it also for evaluation, also for development. We found that we need to look to Finland and put much more money and resources into teacher support, career paths for teachers, teachers' education, vital and important to learn about. But it's also very important to look at the curriculum. Is the curriculum up to date? Does it really give our schools what we think that the future labor market requires? The discussion on the curriculum should be a discussion for everyone interested, not only in the school system, but also in the future of the society. Another word with Vernon Ellis, then we go back to the audience. Just quickly, just to endorse what Dominic said about technology and learning from companies, I think that it's true. Certainly in the field of English, we're doing hugely much more reach and engagement with young people through things, mobile phones, low-cost tablets, Microsoft centers in a collaboration there. The second one, no one's picked up on the interesting question about ethics. Well, you did mention it. It can be sort of taught. And I wanted to endorse that. Last month I was in Rio, and I visited a favela, which was, up to a year ago, you wouldn't have dared go in it during the day. And we were wandering around at night. Now, what's happened? There's a project which we've been involved in with the Premier League skills group who engage people in football. There's a pitch being given by MTV, girls as well as boys, equal numbers. The police are involved and the Department of Education. And the focus is on a social responsibility, care for your community. It's actually teaching, formally in classroom, engaging through them and giving them a sense of responsibility to their community. So, for example, a square, which was a rubbish tip, just covered in rubbish, they have cleared and now preparing a children's playground. And there's a much greater sense of peace, there's a trust in the police, and there's a sense of social responsibility to that community. Remarkable transformation, but it comes from going beyond teaching people to a sense of involving them in the community and the ethics and values that have to go behind that. No.
Thank you, this is very interesting. Alors, on retourne dans la salle, il y a une question tout au fond, et puis sur notre droite, je vous ai vu aussi. Oui, Jean-Louis Gergorin, consultant et ancien responsable de l'industrie aérospatiale. Ma question sur l'avenir de l'éducation scientifique aux États-Unis, peut-être à terme d'ailleurs en Europe, je vais la poser en anglais. Don't you think that there is a potential bottleneck for scientists, future scientists and engineers in the US, given the declining number of American-born students in science, in graduate schools of science in American universities, given also the constraints on visas and student visa that also put constraints on the arrival of foreign students, including in science. And third, given the natural trend of, let's say, Asian-born or Latin American-born graduate students of science to go back to their countries once they have their degree to work in these very rapidly developing emerging countries. So don't you see there some kind of a threat for the future of science and engineering in the US? Merci pour cette question. On va y répondre, bien entendu. Auparavant, une ou deux autres remarques. Claude Monsieur Sebel, j'ai beaucoup travaillé sur la genèse de l'échec scolaire et maintenant je me mobilise plutôt pour la réussite de tous les enfants à l'école. Alors je voudrais faire un rapprochement entre ce que nous a dit Philippe Aghion et Jean-Louis Réffer, parce qu'en réalité, entre ce que vous décrivez, les difficultés de l'apprentissage... Mettez votre micro plus près de vous. Et ce que voit dans les écoles de la seconde chance M. Réffer, ce sont les mêmes jeunes. Simplement, ils ont 10 ans d'écart. Alors la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de décision simple du type soutien individualisé pour tous. En réalité, il y a un problème très profond dans le système éducatif français, malgré la bonne volonté des enseignants du premier degré ou des maternelles, c'est qu'en réalité, leur action fait que à peu près 25% des enfants n'entrent pas dans le système des langages de l'école. Donc on se trouve là vraiment dans un fait de société important. Aucun anathème, parce que encore une fois, vous avez des gens qui font énormément de travail, mais la clé, elle doit être collective. Et parmi ces clés, il y a un article récent de Yann Algan qui est paru dans Repenser l'économie, qui explique que finalement, la confiance, le respect, la coopération sont des clés aussi importantes dans vos écoles de la seconde chance qu'au niveau d'une école maternelle. Ouais. Et la difficulté dans l'école française, c'est que très vite on sélectionne. Quand vous regardez les programmes de 2008 sur l'école maternelle, il y a 2 mots très simples, devenir élève. Et en fait, ils sont interprétés par l'école maternelle au fait qu'on va accélérer les apprentissages de type scolaire. Et vous avez actuellement des effets pervers de ces 2 mots dans lesquels il faut évidemment revenir. Merci, monsieur, pour ces remarques. La confiance, il me semble que c'est un terme qu'a utilisé Vernon Ellis en commençant. Et puis j'entendais Philippe Aghion vous approuver à côté de moi. Est-ce qu'on peut prendre encore une ou deux questions? Parce qu'on va bientôt conclure notre session. Madame, si on a un micro à vous apporter. C'est ici, sur le centre. Merci de garder la main levée. On ne donne pas les micros tant que je ne les ai pas distribués. Excusez-moi, mais je suis obligée de voir d'où ça vient. Je vous en prie. Merci. Annie Bertrand, voilà, sur le plan associatif, je m'occupe d'une université populaire depuis 22 ans. Alors là, j'ai une question pour M. Réfers. Je voulais savoir, il y a beaucoup d'enfants dans les campagnes qui n'accèdent pas à un métier, à une formation professionnelle, etc. Est-ce qu'au niveau de vos réflexions à Bruxelles, quelque chose a été posé pour une reconquête des campagnes avec d'anciens métiers qui ne sont pas complètement obsolètes, mais qui ont disparu, faute d'intérêt, faute de formation, etc. Est-ce que quelque chose a été réfléchi et mis en route? Merci pour cette question précise. Jean-Louis Réfers, vous répondez, puis on ira sur la question posée par Jean-Louis Gergorin tout à l'heure. Oui, Jean-Louis. Moi, je partage tout à fait votre point de vue. C'est quelque chose, justement, qu'on étudie dans le monde rural dont je parlais, du sud de la Méditerranée. Maintenant, à ma connaissance, et puis je ne suis pas à Bruxelles, moi j'ai fait un passage pour faire un livre blanc. Je ne connais pas tout ce qui se fait, donc je ne peux pas répondre là-dessus.
Bien, question posée sur la circulation des personnes, l'immigration. Il me semble que c'est un sujet très, très important. Qui souhaite peut-être répondre ou faire un commentaire sur ce qui nous a été dit? Oui, Philippe, je vous en prie. Je vais juste dire deux choses. C'est vrai que la politique des visas aux États-Unis, en fait, va poser problème aux États-Unis. Maintenant, en fait, le Canada et d'autres endroits en bénéficient. En fait, maintenant, les gens se tournent vers d'autres pays et donc ça profite à d'autres. Et donc ça pose problème aux États-Unis. Il y a aussi quelque chose, je voulais dire, à propos du système américain, c'est que c'est très bien d'avoir les alumni qui investissent, mais je crois que en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu des baisses de moyens dans l'éducation supérieure de la part de l'État et une augmentation de l'inégalité. Et il y a eu un livre très intéressant de Goldin et Katz qui montre qu'en fait, il y a des problèmes dans le système éducatif, qu'en fait, maintenant, les inégalités persistent parce qu'il y a des moyens insuffisants qui sont mis également de la part de l'État dans les universités. Et c'est intéressant aussi de savoir pourquoi Berkeley fonctionne très bien alors que c'est une université d'État. Donc ça aurait été une question intéressante. Et Berkeley est dans les tout premiers Shanghai. Hein, donc ça serait... Je voulais juste un dernier mot à propos de la confiance. Vous avez tout à fait raison, c'est très important. Alors les travaux d'Algan plus récents montrent qu'en fait on est trop vertical en France, c'est trop l'école des 400 coups, un petit peu trop. C'est bien d'avoir un peu d'interaction horizontale et il faut un mélange des deux. Aller trop vers l'horizontal, c'est pas bon et il y a un bon mélange à trouver. Alors il y a tout le débat sur les notes. Si on introduit les notes, il y a le côté d'introduire les notes trop tôt qui a un côté humiliant et décourageant. Donc il y a un temps optimal ou un usage optimal des notes. Ça c'est un autre débat. Ensuite vous disiez bon, l'accompagnement individualiste, je crois que c'est très important de le mettre en place. On peut pas le mettre partout parce que d'abord on n'a pas les moyens, il faudra prioriser le primaire, les zones défavorisées et puis commencer à le mettre en place progressivement. Mais je crois que le soutien individualisé est une idée très très importante. Merci pour cette réponse. Comme on le voit, nous sommes soucieux en France du système scolaire dès les toutes premières années. Oui, Monsieur Metta, je vous en prie. Et puis on va se diriger vers la conclusion si on souhaite encore répondre à d'autres interventions. Monsieur Metta. I want to respond very briefly to the point that Philippe mentioned, which is how is it that Berkeley, being a state university, still manages to do so well? Well, first of all, most state universities have alumni control. So Michigan, which is a public university, a state university, its 5 trustees are elected by the citizens of Michigan, just as the governor is, and they always find a way to elect 5 alumni, even though anybody can run and anybody can get elected. Same with Purdue, etc. Now, the University of California system is kind of an interesting exception because 10 universities of the University of California system, Berkeley, UCLA, UC San Diego, Irvine, they all share a common board. But still, Berkeley manages to have 1/3 of its alums on that common board. So but that is an institutional superimposition which creates a little bit of a disturbance, but the broad pattern is pretty clear. Public or private, religious or non-religious, in the US, all great universities are alumni controlled. Thank you for these answers. Daniel Vitry, on va bientôt conclure. Est-ce que je crois que Dominique Barton, vous vouliez également? Non, c'est bon. Merci beaucoup. Alors la parole pour Daniel Vitry. Merci à tous dans la salle pour vos interventions. Pardon à ceux qui n'auront pas eu le temps de s'exprimer. C'est un petit peu la règle. Alors, je ne prétends pas faire la synthèse au sens du résumé et de compacter en 25 mots ce que vous avez dit en 1h25. Je voudrais simplement en tirer deux conclusions en prenant un peu un point de vue de Sirius pour essayer de comprendre au fond ce qui se passe dans notre système éducatif, qu'il soit primaire, secondaire ou supérieur. Finalement, je crois que ce qu'il y a eu de transversal à tout le monde d'une façon ou d'une autre, c'est que la question de la gouvernance à tous les niveaux doit être posée de la façon la plus claire, avec tous ses aspects, aussi bien au plus haut niveau des plus prestigieuses universités, des plus grandes, du plus grand pays, des mieux dotés, etc. Bon, comment se fait-il, prenons un peu d'étonnement, comment se fait-il que Harvard soit une aussi bonne université qu'à l'autre bout de la chaîne, je dirais, et dans les conditions les plus difficiles, comment faire avec une gouvernance adaptée pour que les écoles de la deuxième chance qui prennent ici ou là des formes diverses, puissent permettre à des jeunes qui finalement sont passablement perdus dans notre société, de retrouver un cheminement et de retrouver une voie d'avenir avec un espoir. Je pense que c'est la gouvernance qui doit être travaillée, et j'en tire une conclusion, en aucun cas, la gouvernance n'est homogène.
En aucun cas, la gouvernance se fait de la même façon pour une très très grande école et puis pour une école de la deuxième chance. Ce n'est pas du tout les mêmes problèmes qui sont rencontrés, ce n'est pas du tout les mêmes approches, ce n'est pas du tout la même façon de se poser les questions. Pour l'élève moyen ou l'étudiant moyen, celui du centre de la distribution, je dirais, eh bien, il est clair que ce qui a de plus important, c'est l'efficacité de la formation. C'est la confiance qu'il peut avoir à la fois dans sa formation et la confiance qu'il peut donner à l'entreprise devant laquelle il se présente, que ce soit une entreprise au sens strict ou une administration, peu importe, ou que ce soit un métier d'éducateur, de telle façon qu'il puisse être embauché. Et deuxième réflexion sur le point de vue de Sirius, finalement, nous faisons un peu comme on vient de faire en finance. Et là, je vois mon ami Jacquilla qui lève l'oreille. En finance, qu'est-ce qu'on a constaté dans les dernières années? C'est que la loi normale, ce que ceux d'entre vous qui n'ont pas fait du tout de statistiques ont appelé la courbe en cloche. La loi normale, eh bien finalement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, contrairement à ce qu'on croyait, parce que la loi normale, elle a une capacité d'expliquer les choses dans un monde parfait qui est extrêmement, extrêmement limitée. Eh bien, pour prendre une analogie, c'est exactement la même chose que qu'on vient de voir ici en matière éducative. La loi normale dans laquelle, finalement, le succès qui est en haut de la distribution et l'échec qui est en bas de la distribution, ce ne sont jamais que des mêmes chiffres, mais avec des signes qui s'inversent. Cette loi ne fonctionne pas. Cette loi ne fonctionne pas. Le système éducatif est fait d'un ensemble de ruptures. Ça n'est pas du tout la même chose d'être on n'est pas du tout dans des positions symétriques quand on est dans les top 10 ou dans les last 10. Donc, il ne faut pas du tout considérer qu'il faut utiliser les mêmes réflexions pour gagner tout à fait en haut et tenter de gagner quand on est tout à fait en bas. Il faut revoir nos systèmes, il faut revoir, et je poursuivrai la comparaison, la loi de Pareto et la remettre là où il faut, c'est-à-dire il faut revoir la façon dont les 20 premiers pourcents gagnent ou perdent, de telle façon qu'on puisse avoir un système plus efficace et puis surtout qu'il soit un peu plus porteur d'espoir que ce qu'on a l'habitude de dire à l'heure actuelle. Dominique. Merci à tous en tout cas pour votre attention. Merci madame et messieurs.